Salut l'équipe! Est-ce que vous êtes prêts pour un voyage qui va littéralement retourner votre cerveau? Aujourd'hui, on s'attaque à du très très lourd, le tout nouveau phénomène de Dan Brown, le secret des secrets. Regardez-moi ce visuel. On sent déjà l'adrénaline, non? On a tout ce qu'on aime, des symboles cachés, une atmosphère de bibliothèque millénaire et cette tension intellectuelle qui fait qu'on ne peut plus lâcher le bouquin une fois commencé. Si vous pensiez que le Da Vinci Code ou Anges et démons était le sommet du genre, accrochez-vous bien. Avec ce nouvel opus, Dan Brown ne se contente pas de nous raconter une histoire, il nous plonge dans une énigme qui semble dater de la nuit des temps. On parle de codes, de révélations historiques et d'un mystère si grand qu'il pourrait changer notre vision du monde. Alors installez-vous confortablement parce qu'on va décoder tout ça ensemble, point par point. Et croyez-moi, ce qu'on a découvert sur le point de départ de cette intrigue est tout simplement hallucinant. On commence tout de suite par le premier indice. Justement, si on s'arrête un instant sur ce qu'on appelle aujourd'hui le dossier Prague, on comprend que l'enjeu change totalement de dimension. On n'est plus dans la simple théorie ou les bruits de couloir, on entre dans ce que j'appelle l'anatomie chirurgicale d'une machination. Regardez cette atmosphère sur l'image. Ce n'est pas seulement pour le style. Ce brouillard sur la Vltava, c'est exactement l'état dans lequel on a voulu maintenir l'opinion publique. Cette phrase « il s'était passé quelque chose de grave », elle n'est pas là pour faire joli. C'est le point de bascule. On ne parle pas d'un incident diplomatique ou d'une erreur de calcul, mais d'un événement si lourd de conséquences qu'il a fallu redessiner toute la narration officielle pour le masquer. Alors, vous vous demandez sûrement, qu'est-ce qui peut être assez grave pour déclencher une telle mise en scène? Pour le comprendre, il faut qu'on s'intéresse de très près aux premiers témoins qui ont osé briser le silence. Et c'est précisément ce sentiment de basculement qui rend Prague si unique. Regardez bien cette carte. On ne parle pas juste d'une destination touristique classique, on parle de Stovirata, la cité aux 100 tours. Mais ce qui doit vraiment vous interpeller, c'est l'origine même de son nom. Prague, ça signifie « le seuil ». C'est exactement ce que ressent Robert Langdon dans les romans de Dan Brown, cette impression viscérale de quitter notre réalité pour entrer dans un univers de mysticisme pur. Quand on observe ces points stratégiques sur le plan, du Clémentinum, où Kepler et Tycho Brahe ont littéralement redessiné notre vision du ciel, jusqu'au pont Charles, on comprend que la ville a été pensée comme un pont entre les mondes. Ce n'est pas qu'un décor de carte postale, c'est une terre de fantômes de l'esprit, un labyrinthe où la science la plus pointue côtoie l'alchimie la plus obscure. D'ailleurs, si on s'arrête un instant sur cette notion de passage, on se rend compte que chaque monument n'est pas là par hasard. Il forme une géométrie sacrée qui nous mène vers un secret bien plus profond, caché sous les pavés de la vieille ville. Et c'est là que le récit bascule complètement dans l'irréel, ou du moins dans une coïncidence beaucoup trop parfaite pour être honnête. Regardez bien ce parallèle entre le rêve et la réalité. À gauche, on a cette vision d'horreur nocturne. Une femme en noir, une couronne de pointe, une lance argentée et surtout cette odeur putride de cadavre qui hante Langdon. On pourrait se dire que c'est juste un cauchemar lié au stress, non? Mais regardez l'image de droite. On est à 5h47 du matin sur le pont Charles à Prague. Ce n'est plus une vision, c'est une capture de vidéosurveillance. Langdon se retrouve face à exactement la même silhouette, la même lance, la même démarche de zombie et cette odeur de mort qui le frappe physiquement en plein froid polaire. C'est le moment précis où la barrière entre son esprit et le monde physique explose. Et là, c'est le chaos total. La panique s'installe, Langdon court vers l'hôtel au milieu des sirènes de l'alarme incendie pour découvrir que Catherine a purement et simplement disparu. On n'est plus dans une simple enquête, on est en plein film d'horreur. Mais alors, comment expliquer cette manifestation physique d'un cauchemar? Et surtout, où Catherine a-t-elle été emmenée dans toute cette confusion? Attendez de voir ce qu'on a découvert dans la chambre. D'ailleurs, si on s'arrête un instant sur le profil de notre cible, vous allez comprendre l'ampleur du séisme qui se prépare. Regardez bien cette femme. C'est le docteur Catherine Solomon. On ne parle pas d'une chercheuse de seconde zone, c'est une sommité mondiale en noétique. Pour faire simple, elle étudie comment l'esprit humain peut physiquement influencer la réalité. Elle était sur le point de publier ce fameux manuscrit, le projet MKS, basé sur une découverte qu'elle qualifie elle-même d'inconcevable. On parle d'un truc qui pourrait littéralement réécrire nos manuels de physique. Mais là, c'est le drame. Comme vous le voyez sur la partie droite de l'écran, son bureau virtuel protégé a été totalement piraté. Résultat, le fichier source est corrompu, effacé.
C'est une attaque ciblée, chirurgicale. Celui qui a fait ça veut enterrer cette vérité scientifique. Et c'est là que l'enjeu devient brûlant. Il ne reste plus qu'un seul exemplaire de ce manuscrit dans le monde entier. Une seule copie physique qui a survécu au sabotage. Et cette copie, elle est actuellement localisée à Prague. C'est une véritable course contre la montre qui s'engage, parce que si cet exemplaire disparaît, c'est l'avenir de nos connaissances qui part en fumée. Alors, la question maintenant, c'est de savoir qui est assez puissant pour orchestrer un tel sabotage. Et surtout, qu'est-ce qui se cache réellement dans ces pages pour faire si peur? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Et c'est là que tout bascule, parce que cette théorie de Solomon, elle vient littéralement briser le plafond de verre de la neuroscience classique. Regardez bien ce schéma. On passe d'un paradigme à un autre. D'un côté, vous avez ce qu'on nous enseigne depuis toujours, le cerveau générateur. C'est l'idée que votre conscience est produite par vos neurones, un peu comme une lampe produit de la lumière. Le problème avec ce modèle, c'est qu'il est incapable d'expliquer ce qu'on appelle les phénomènes paranormaux. Pour la science officielle, si vous avez une intuition fulgurante ou une expérience de sortie de corps, c'est juste un bug, une anomalie de votre câblage interne. Mais regardez maintenant ce nouveau modèle à droite. C'est le cœur du sujet. Imaginez que votre cerveau ne soit pas l'ampoule, mais le poste de radio. La musique ne vient pas de l'appareil, elle est captée par lui. Si vous cassez la radio, la musique continue d'exister sur les ondes. C'est juste que vous ne pouvez plus l'entendre. C'est une révolution totale. Si la conscience est non locale, c'est-à-dire qu'elle n'est pas coincée dans votre boîte crânienne, alors la télépathie ou la prémonition ne sont plus des miracles ou des délires. Ce sont simplement des moments où votre antenne capte une fréquence plus large de la réalité. On ne parle plus de surnaturel, on parle d'une perception étendue d'une réalité bien plus vaste que ce que nos 5 sens nous autorisent à voir d'habitude. Mais alors, si on accepte cette idée que nous sommes des récepteurs, la question qui brûle les lèvres, c'est d'où vient le signal? Et surtout, qui tient la télécommande? On plonge tout de suite dans la mécanique de ce signal. Et c'est là que la tension monte d'un cran, parce que la CIA décide enfin de sortir de l'ombre pour abattre ses cartes. Regardez bien ce qui arrive à Langdon à ce moment précis. Le piège est littéralement en train de se refermer sur lui. On voit apparaître le capitaine Janacek, un poids lourd du renseignement tchèque, qui débarque avec une révélation qui fait l'effet d'une bombe. Et c'est le cas de le dire. Il affirme à Langdon que ses équipes ont désamorcé un engin explosif dans l'hôtel même. C'est l'argument d'autorité parfait. Soit vous avez une explication, soit je vous embarque. À ce stade, Langdon est dos au mur. Mais là où le storytelling devient fascinant, c'est quand on regarde derrière le rideau. Ce gros tampon mensonge que vous voyez sur l'écran, c'est la clé de toute l'affaire. Cette histoire de bombe, une pure invention. Janacek n'agite pas de son propre chef. Il est téléguidé par un contact américain, Finch. On est en pleine machination. L'idée, c'est d'aggraver artificiellement le délit pour justifier une arrestation immédiate sous un prétexte totalement fallacieux. C'est brillant et terrifiant à la fois. On crée une menace de toute pièce pour neutraliser des cibles gênantes. Mais alors, si la CIA est prête à inventer des menaces terroristes pour mettre Langdon et Solomon hors d'état de nuire, qu'est-ce qu'ils essaient de protéger avec autant de hargne? Mais ce n'est pas tout, parce que là, on pénètre littéralement sous la surface de ce qu'on nous a toujours présenté comme une simple institution scientifique. Regardez bien ce schéma. Ce que le public connaît sous le nom de « Le Bastion » au parc Folimanca, cette façade dirigée par la neuroscientifique Brigitta Gesser, n'est en réalité qu'une immense boîte de pétri pour la CIA. Sous les ordres d'Everett Finch, on ne parle plus de recherche médicale, mais du projet Portail. L'idée derrière est aussi fascinante que terrifiante. Transformer la conscience humaine en une arme d'espionnage absolue. On ne cherche pas à craquer des codes informatiques, on cherche à s'infiltrer par l'esprit. Comme vous le voyez sur la coupe du complexe souterrain, ils utilisent des sujets humains qu'ils plongent dans des capsules de biostase, combinés à des cocktails de psychotropes hyper puissants. Le but? Induire des expériences de vision à distance, ou des sorties de corps pour que ces agents puissent observer n'importe quelle cible, n'importe où sur la planète, sans laisser la moindre trace physique. C'est le rêve ultime du renseignement, l'espionnage par la conscience pluvre. Mais vous vous doutez bien qu'on ne manipule pas la psyché humaine à ce point sans qu'il y ait des effets secondaires imprévus. Et c'est précisément là que l'expérience a commencé à déraper. Et c'est là que l'histoire bascule du thriller technologique vers quelque chose de beaucoup plus viscéral, de presque mythologique. Regardez bien le profil de Sacha Vesna. On n'est pas face à une simple assistante de laboratoire. On parle d'une femme brisée, marquée par l'enfer des psychouchkas, ces hôpitaux psychiatriques russes, et qui ne survit aujourd'hui que grâce à un implant cérébral. Mais est-ce que la docteure Gesser l'a vraiment sauvée? C'est là que le bas blesse. Parce qu'en essayant de soigner son épilepsie, ils ont réveillé autre chose. Regardez cette image imposante, le golem.
Ce n'est pas juste une hallucination due à ses pertes de mémoire, c'est une extension de sa propre souffrance. Sur son front, vous voyez écrit « Émet », la vérité en hébreu, en plein cœur du vieux cimetière juif de Prague. Ce n'est pas un hasard. Sacha s'est créé un protecteur, une entité née d'un traumatisme pur qui a déjà commencé à laisser des cadavres derrière lui. Ce qui est fascinant ici, c'est que ce golem ne cherche plus seulement à protéger Sacha des crises d'épilepsie, il veut la venger. Il a dans sa ligne de mire Gesser, Finch et même la CIA. On est passé d'une expérience médicale à une véritable bombe à retardement humaine. Mais alors, si cette entité est devenue incontrôlable, comment les autorités comptent-elles réagir face à une menace qu'elles ont elles-mêmes créée? C'est ce qu'on va voir tout de suite avec les rapports de terrain. Et c'est là que tout bascule. Parce qu'on ne parle plus seulement de chimie abstraite, on parle de la structure même de ce que vous appelez votre réalité. Regardez bien ce concept de rideau protecteur sur la gauche. L'idée, c'est que notre cerveau n'est pas là pour nous montrer tout ce qui existe, mais au contraire pour nous cacher l'immensité du réel afin qu'on puisse se concentrer sur notre survie immédiate. Le GABA, c'est ce filtre, cette clé chimique qui maintient le rideau fermé. Mais voyez ce qui se passe sur ce spectre de la perception. Quand le taux de GABA s'effondre, que ce soit par une expérience de mort imminente, l'usage de psychotropes ou même une transe profonde, ce n'est pas un nouveau monde qu'on invente. Non, c'est le filtre qui se lève. On passe de cette petite zone de perception normale, sécurisée, vers ce que j'appelle la perception accrue. Ce point est crucial. L'argument ici, c'est que ce sentiment de connexion universelle dont parlent tous les mystiques et les psychonautes n'est pas une hallucination ou un bug du cerveau. C'est simplement que pour la première fois, vous accédez à la réalité totale, celle qui est là en permanence, mais que votre chimie vous empêche de voir pour ne pas vous submerger. C'est une sensation de réel absolu, plus vrai que le vrai. Et si c'est vrai, alors une question monumentale se pose. Si on enlève le filtre, qu'est-ce qu'on voit exactement une fois qu'on a franchi ce seuil? C'est ce qu'on va décoder maintenant avec la preuve cartographique de ce nouveau territoire. Et c'est là que le dossier prend une tournure vraiment personnelle, presque effrayante. Regardez bien ce qui se joue ici. On n'est plus seulement dans la théorie. Le projet Portail, c'est l'ambition ultime de fusionner le biologique et la machine. On parle de maillages neuronaux, d'implants capables de traduire chaque micro-impulsion électrique de notre cerveau. Pour que ça marche, il faut une symbiose parfaite entre le neurone et la puce. Mais en mettant le nez dans des classeurs estampillés top secret au cœur du complexe, Catherine va se prendre une gifle monumentale. Elle découvre que la CIA a réussi l'impossible, fabriquer ces neurones artificiels. Et comment? En utilisant exactement la technologie qu'elle avait elle-même théorisée dans sa thèse de doctorat 23 ans plus tôt. C'est le moment où elle lâche cette phrase glaciale à Robert. « La CIA m'a volé mon idée ». Ce n'est pas de la paranoïa, c'est un fait. Et l'explication est d'une simplicité désarmante. L'un des membres de son jury de thèse à l'époque venait du SRI, le Stanford Research Institute. Derrière ce nom académique prestigieux se cache en réalité l'une des façades historiques les plus actives de l'agence de renseignement. Catherine a été pillée dès le premier jour de sa carrière. Mais alors, si la CIA possède cette technologie depuis des décennies, on est en droit de se demander jusqu'où sont-ils allés dans l'expérimentation humaine? Et c'est précisément là que la tension atteint son paroxysme, les amis. On est sous le dôme, l'ambiance est électrique, et Everett Finch pense avoir gagné la partie en tenant Langdon et Catherine en joue. Mais regardez bien ce qui se passe. Le golem surgit, et contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas juste une démonstration de force brute. C'est là que le storytelling devient brillant. Pour neutraliser Finch sans prendre de risque pour les otages, le golem utilise la ruse. Il simule une crise d'épilepsie. C'est le moment de flottement parfait qui lui permet de sortir son arme paralysante et de renverser la situation en un éclair. Mais ne vous y trompez pas, on n'est pas dans un happy end classique. Le golem passe immédiatement à l'étape supérieure, la plus radicale, la destruction totale. En faisant surchauffer le SMES, il condamne le complexe. On passe d'un thriller psychologique à une course contre la montre pure et dure. Filez, vous aurez 20 secondes. Et imaginez l'adrénaline. On sent l'urgence, la chaleur de l'explosion imminente et surtout ce sacrifice nécessaire pour que le projet ne tombe pas entre de mauvaises mains. Mais alors qu'il s'apprête à s'échapper, un détail que personne n'avait prévu va tout remettre en question pour la suite du plan. Et c'est précisément là que tout bascule, dans cette onde de choc monumentale que vous voyez à l'écran. On n'est plus dans la théorie, on est dans l'action pure. Le complexe souterrain est littéralement rayé de la carte, laissant ce cratère béant en plein milieu du parc Folimanca. Pour Finch, c'est le point final. Il reste piégé dans sa capsule de biostase, victime de sa propre ambition. Mais regardez bien ce contraste.
Pendant que tout s'effondre dans le chaos, Langdon et Catherine réussissent l'impossible en s'extirpant de ce brasier par le parking souterrain. C'est une évasion de justesse, mais qui mène à une victoire totale. Le projet portail, anéanti. Par contre, ce qui compte vraiment, c'est ce que vous voyez sur la droite, le savoir. Le manuscrit de Catherine est désormais en sécurité, caché au cœur de la bibliothèque du Clémentinum. J'adore cette phrase en bas de la slide. Un bon livre ou bon moment peut vous sauver la vie. C'est l'essence même de notre récit. Le savoir a triomphé de la force brute. Mais alors, une question se pose. Maintenant que la poussière retombe et que le secret est préservé, quelles sont les conséquences réelles pour nos protagonistes une fois l'adrénaline retombée? Car la suite va vous montrer que la victoire a parfois un goût amer. Et c'est précisément ici que le mystère prend une dimension psychologique absolument terrifiante, parce qu'on ne parle plus d'un simple monstre qui rôde dans les bois, mais de quelque chose de bien plus profond. Regardez bien cette image. Ce que vous voyez là, c'est la clé de toute l'affaire. On entre dans le domaine du TDI, le trouble dissociatif de l'identité. Pour faire simple, le cerveau de Sacha s'est littéralement brisé en deux pour survivre à un traumatisme que personne ne devrait subir. C'est un mécanisme de défense ultime. Pour ne pas mourir de douleur, l'esprit crée un alter, un protecteur. Et ce protecteur, c'est le golem. C'est là que le tragique rejoint l'horreur. Sacha, la jeune fille que tout le monde cherche à aider, n'a strictement aucun souvenir des meurtres. Pourquoi? Parce que quand le golem prend les commandes, Sacha s'éteint. Elle est dans le noir complet. Et pendant ce temps, cet alter commet des actes d'une violence inouïe pour la venger. Vous allez me dire, quelles sont les preuves? Elles sont irréfutables. Les enquêteurs ont retrouvé un cheveu blond, celui de Sacha, à l'intérieur même du bonnet du golem. C'est la signature biologique d'une cohabitation impossible. Mais le plus inquiétant, c'est la fin de ce rapport. Le golem a orchestré la destruction du portail avant de s'évaporer dans la nature. Il a coupé le seul lien qui nous permettait de comprendre d'où il venait. Mais s'il a disparu, est-ce que ça veut dire que Sacha est enfin libre, ou est-ce que le pire reste à venir? Attendez de voir ce qu'on a découvert dans les décombres du portail. Alors, au-delà de l'esthétique pure, regardez bien cette couronne, parce qu'on touche ici au cœur du mystère. Ce n'est pas juste un ornement décoratif, c'est une couronne radiée, un symbole qui remonte à l'Antiquité pour désigner les esprits les plus éclairés de l'histoire. Mais là où ça devient fascinant, c'est dans l'interprétation que nous propose Catherine. Oubliez l'idée que ces 7 pointes sont des rayons qui diffusent de la lumière vers l'extérieur. En réalité, c'est tout l'inverse. Imaginez ces pointes comme 7 antennes monumentales, 7 pointes pour les 7 continents de notre planète. Leur rôle, elles ne sont pas là pour émettre, mais pour capter. Elles aspirent littéralement la sagesse, l'expérience et l'intelligence des 4 coins du globe. On change totalement de paradigme. La statue devient un réceptacle. C'est là que la métaphore prend toute sa puissance. Dans cette théorie, l'Amérique n'est plus seulement une nation, elle devient le cerveau de l'humanité. Un immense melting pot intellectuel qui reçoit toutes les cultures et tous les savoirs pour les fusionner. L'objectif final, c'est de créer une véritable conscience collective, une intelligence globale supérieure à la somme de ses parties. Mais une fois que ce cerveau a tout absorbé, une fois que cette sagesse est réunie à un seul point, quelle est l'étape ultime? Qu'est-ce qui se passe quand cette conscience s'éveille enfin? Restez avec moi, parce que la conclusion de tout ce voyage se trouve juste ici. Et c'est précisément là que tout ce que nous avons exploré ensemble prend enfin tout son sens. Regardez bien ce point, parce qu'il change absolument tout. On ne parle plus de simples hypothèses scientifiques, on touche à ce qu'on peut appeler le secret des secrets. Pendant des décennies, on a essayé de nous convaincre que l'humain n'était qu'une machine biologique, que notre esprit n'était qu'un sous-produit de nos neurones. Mais la réalité est bien plus vertigineuse. Ce que ce texte nous montre, c'est que notre conscience n'est pas prisonnière de notre crâne, elle est le point d'ancrage d'une dimension infiniment plus vaste. On réalise que notre existence corporelle n'est qu'une interface, une sorte de costume que l'on porte pour naviguer dans ce monde matériel. Et le plus fascinant, c'est que cette perspective efface la frontière de la mort physique. Si la conscience préexiste au corps, alors elle lui survit. On n'est plus dans le domaine de la peur, mais dans celui de la transition vers une réalité augmentée, un au-delà que nos sens actuels ne font qu'effleurer. En résumé, tout ce voyage qu'on a fait à travers ces 16 slides nous mène à cette conclusion. Vous êtes bien plus que ce que vous voyez dans le miroir. Vous faites partie d'un tout immense qui ne s'arrête jamais. Si vous voulez approfondir, le lien de l'ouvrage est juste là en description. Ça soutient énormément le travail. Merci d'être resté jusqu'au bout. Ciao!